Bienvenue à tous pour cette première vidéo sur la fonction cosinus et sur la fonction sinus. Alors, elle suppose au préalable que vous avez relu le cours sur cosinus d'un nombre petit a et sinus d'un nombre petit a. Alors, dans cette première vidéo, nous allons nous intéresser exclusivement à la fonction cosinus. Alors, pourquoi parle-t-on de fonction cosinus? Parce que nous avions vu qu'il est possible, à partir d'un nombre petit a, de placer sur le cercle trigonométrique le point grand M image du nombre petit a, et ensuite, en lisant l'abscisse de ce point grand M, d'obtenir le cosinus de ce nombre petit a. Maintenant, si le nombre petit a est un nombre absolument quelconque, il n'y a pas de raison de changer les notations habituelles. Lorsque l'on veut définir une fonction, souvent on le fait par l'écriture f de x égale quelque chose, où petit x bouge dans l'ensemble de définition de la fonction petit f. Alors comme cosinus petit a peut être défini pour n'importe quel nombre réel petit a, la fonction cosinus est définie pour n'importe quel nombre petit x réel. On dit que la fonction cosinus est définie sur grand R. L'ensemble de définition, c'est grand R. Alors, comment pourrait-on d'abord représenter graphiquement cette fonction-là? Obtenir la courbe représentative de la fonction cosinus. Alors, première chose, c'est d'abord de bien paramétrer. Si je zoome, si je dézoome, sinon je risque d'avoir des petits soucis. Ici, par défaut, ce n'est pas précoché, donc on risque d'avoir des petits soucis. Quand vous zoomez ou dézoomez, vous voyez bien que vous avez une actualisation du quadrillage, ce qui est vraiment pas terrible. Alors, bouton droit de la souris, graphique, axe des X, cocher distance est fixé au nombre 1. Pour l'axe des Y, cocher, ce qui va s'avérer pas être très malin, on va s'en rendre compte, mais bon, pour l'instant on dit rien. Axe des Y, je coche distance et je fixe au nombre 1. Voilà, et là, en zoomant ou en dézoomant, la largeur et la hauteur d'un carreau, c'est toujours le nombre 1. Alors, une petite chose, c'est que j'aime pas ce sous-quadrillage graphique, grille, quadrillage principal uniquement. Et vous voyez, donc à partir de là, j'obtiens quelque chose de relativement propre. Alors, je vais définir la fonction cosinus en lui attribuant une lettre géogebresque, petit c, c comme cosinus, et pour la fonction sinus dans la vidéo suivante, ce sera petit s comme sinus, comme la première lettre de sinus. Alors, c de x, 2 points égale cos, entre parenthèses x. Par défaut, GeoGebra résonne en radian. Alors là, j'ai péché parce que je ne voulais pas faire ça au départ. Donc là, j'ai cassé un petit peu le suspense, ben, c'est pas bien grave. On obtient une sorte de courbe en vague qui s'appelle une sinusoïde. Alors, j'ai à faire la fonction cos, cosinus, mais il n'empêche que ça s'appelle une sinusoïde, en hommage à la courbe représentative de la fonction sinus. Ça s'appelle une sinusoïde aussi pour la fonction cosinus. Et il y a une explication mathématique profonde qu'on va voir dans un troisième temps, dans une troisième vidéo. Alors en fait, on pourrait très bien reconstruire, placer en fait des points à partir des valeurs particulières. Cosinus d'un nombre petit a, quand petit a vaut 0, on sait faire, quand petit a vaut pi sur 6, on sait faire, quand petit a vaut pi sur 3, on sait faire, quand petit a vaut pi sur 4, on sait faire, quand petit a vaut pi sur 2, on sait faire, et on serait ici dans le premier quart de plan, dans le premier quart du cercle trigonométrique. Et puis ensuite, on peut examiner, je vous le rappelle, il faudra bien relire le chapitre de trigonométrie que nous avions vu cette année, au début de l'année. On peut très bien rappeler les valeurs de cosinus d'un nombre petit a ailleurs que dans le premier quart du cercle trigonométrique. Alors, ce que l'on pourrait faire, c'est définir des points. Bon, je ne sais pas trop comment les appeler, A indice 0. Bon, je ne veux pas trop mettre en place une notation intelligente pour l'instant. Donc, E, 2 points égales, entre parenthèses, je ne sais pas, 0 et puis cosinus de 0. Alors, attention, il s'agit d'une virgule, hein, c'est 0, virgule, sinon vous seriez dans un autre système
de notation, donc ce serait plus les coordonnées cartésiennes, c'est autre chose qui fonctionnerait. Donc vous auriez la mauvaise surprise d'obtenir des points curieusement disposés et n'étant plus du tout sur la courbe représentative de la fonction cosinus. J'obtiens un premier point, je vais définir un point f, grand F, 2 points égale, je ne sais pas, pi sur 6, pi divisé par 6, virgule, et puis cos pi sur 6, c'est-à-dire c de pi sur 6, cos ici je tape cos pi sur 6, pour bien me rappeler que j'ai affaire à la fonction cosinus. Alors en fait, GeoGebra est très fort puisqu'il vous redonne les valeurs exactes. Pi sur 6, il conserve la valeur pi sur 6 et l'écrit très très joliment ici. Et puis le cosinus pi sur 6, nous avions vu dans le premier chapitre sur la trigonométrie que cosinus pi sur 6, c'est égal à racine carrée de 3 sur 2. On est content de voir que GeoGebra ne se trompe pas. On peut poursuivre, EFG. On peut donc imaginer le point obtenu à partir de pi sur 4, et puis l'image par la fonction cosinus de pi sur 4, donc pi divisé par 4, virgule, et puis cos, entre parenthèses, pi divisé par 4. Voilà. On obtient un point suivant, et puis on peut continuer à jouer. H, 2 points égale 2 fois pi sur 6, c'est-à-dire pi sur 3, et cos pi sur 3. Voilà. Vous voyez. Ensuite, HI. Bon, I, c'est pas forcément notation très maligne, mais bon, c'est pas bien grave. Ensuite, j'ai dit 2 pi sur 3, c'est fait. Et puis ensuite, on va s'intéresser à pi sur 2. Pi sur 2, virgule, cos, entre parenthèses, pi sur 2. Bon, à un moment, il faut s'arrêter parce qu'on pourrait poursuivre ainsi en plaçant d'autres points. Alors, une première remarque, c'est qu'on a du mal ici à voir que l'abscisse du point I, ici, c'est un pi sur 2. Alors, pi, c'est environ 3,1416, et pi divisé par 2, ce sera un petit peu plus grand que la moitié de 3,1416, donc un petit peu plus grand que 1,5, ce qui correspond ici à la figure, mais bon, quand même, on a du mal à voir. Donc, une première chose que l'on pourrait faire pour améliorer le visuel, donc bouton droit de la souris, graphique, axe des X, on pourrait graduer non pas de 1 en 1, ce qui ne s'avère pas très très malin, mais par exemple de pi sur 6 en pi sur 6. Voilà, et ce faisant, alors c'est super commode, la graduation de pi sur 6 en pi sur 6 me permet de retrouver très facilement les abscisses du point E, du point F, du point H, pas du point G. Le point G qui est à mi-chemin entre pi sur 6 et pi sur 3, puisque l'abscisse du point G c'était pi sur 2, et pi sur 2 c'est... Pardon, pi sur 4, c'est un lapsus, pi sur 4, et pi sur 4 c'est exactement à mi-chemin entre pi sur 6 et pi sur 3. On peut le vérifier. Pi sur 6 plus pi sur 3, le tout divisé par 2 pour avoir le mi-chemin, la moitié. Ça donne pi sur 6 plus 2 pi sur 6, qui fait 3 pi sur 6, et 3 pi sur 6. Pi sur 4. Alors, j'aurais pu le faire ici, juste pour vous montrer, si jamais vous avez des calculs un petit peu pénibles à faire un jour. Pi sur 6 plus pi sur 3. Le tout divisé par 2, 5, 4, 3, 2, 1. Et vous voyez bien que GeoGebra, alors il n'écrit pas totalement comme nous, il écrit un quart de pi, c'est-à-dire pi sur 4. Bon, c'est pas bien grave. Alors, je voulais simplement vous montrer ça, parce que parfois, en trigonométrie, vous avez des calculs un peu pénibles à effectuer, et GeoGebra les fait extrêmement bien. Hein, donc, alors, on pourrait poursuivre, je vais peut-être désactiver les étiquettes, parce que c'est gênant, plus qu'autre chose. Alors, sélection, voilà, je sélectionne lui. Touche CTRL pour sélectionner les autres points. Tac, tac, je clique en laissant mon doigt appuyer sur la touche CTRL. Bouton droit de la souris, afficher l'étiquette, je désactive. Voilà. Alors, ces points bleus, en fait, qui sont des points qui appartiennent à la courbe représentative de la fonction cosinus, ce sont des points particuliers. On pourrait poursuivre à gauche et à droite. Vous avez vu qu'on a perdu ici les valeurs exactes. Bon, c'est pas bien grave. Alors, je sais pas trop à quoi c'est dû. Je m'en... CTRL Z, voilà, donc ici je conserve les valeurs exactes, c'est pas bien grave. Je conserve la notation, le nom des points, on va faire avec. Hein.
Alors, on peut obtenir l'intégralité, entre guillemets, de la courbe de la fonction cosinus simplement en activant, en cochant ici, quand on avait défini c de x comme étant égal à cosinus x, il suffit simplement de cliquer ici pour activer l'affichage de la courbe représentative de la fonction c, c'est-à-dire de la fonction cosinus. Ensuite, on peut lui donner une couleur pour pouvoir en parler plus facilement, propriété. Couleur rouge peut-être, style opacité maximale, ça c'est merveilleux. Alors, on pourrait, de la même manière qu'on a obtenu les 1, 2, 3, 4, 5 points bleus particuliers, on pourrait poursuivre en utilisant d'autres points du cercle trigonométrique que ceux qui sont situés dans le premier quart de ce cercle. Bon, il n'y a pas de difficulté, relisez votre cours sur la trigonométrie. Alors, une première remarque, c'est que la courbe rouge, si je dézoome et si j'avance furieusement vers la droite ou furieusement vers la gauche, ben je vois que la courbe ressemble à un système de vagues très symétrique, très régulière en fait, très régulière, qui se prolonge à l'infini vers la droite, à l'infini vers la gauche. Alors ces vagues oscillent entre deux altitudes qui sont l'altitude -1 et l'altitude 1. Alors est-ce que c'est normal? Ben totalement. Pourquoi? Parce que on a vu que cosinus d'un nombre petit a est forcément compris entre -1 et +1. Or, cosinus d'un nombre, c'est le y, c'est l'ordonnée y d'un point rouge de la courbe de la fonction cosinus. Donc les y des points rouges sont forcément situés entre -1 et +1. Ce qui explique pourquoi est-ce que la courbe de la fonction cosinus est située dans une bande horizontale délimitée par les deux droites horizontales d'équation y égale à -1 et y égale 1, droite que l'on peut représenter ici, des indice 1, 2 points égales, y égale -1, bon c'est du langage GeoGebra, on s'en fiche un petit peu, et puis l'autre droite, des trait soulignant 2, 2 points égales, c'est la droite d'équation y égale à 1. Y égale 1, on pourrait les tracer en pointillés, couleur un peu pastel, un peu guimauve, couleur, je sais pas, un peu guimauve, voilà, et puis opacité maximale, mais peut-être des tirets. Donc en fait ce phénomène qui est la courbe de la fonction cosinus est toujours située dans la bande horizontale délimitée par les deux droites horizontales d'équation y est égal à -1 et y est égal à 1, bah, ce phénomène visuel que nous observons est une réalité mathématique et se justifie très très facilement. Deuxième chose assez remarquable, c'est que vous avez, semble-t-il, une séquence de répétition en fait de largeur 2π. Par exemple, toute la partie de la courbe rouge qui va de ce point-là jusqu'à ce point-là, donc du sommet d'une bosse vers le sommet de la bosse suivante. En fait, ce spaghetti-là se répète, on redescend, on remonte, on redescend, je vais peut-être dézoomer, voilà, on verra peut-être un petit peu mieux. Les points bleus, peut-être j'ai intérêt à les désafficher, voilà, je vais les désafficher une fois pour toutes. Bon, je suis désolé, c'est vraiment, on est en plein live là, hein, donc voilà, c'est le charme du direct live, voilà, on va dire. Alors, cette séquence de courbes qui va du sommet d'une bosse vers le sommet de la bosse suivante, ici, cette séquence-là, elle se répète à l'infini, vers la droite. À l'infini. Et vers la gauche aussi. Alors, on dit que vous avez une période, puisque vous avez une répétition d'un phénomène à l'infini, sans modification, sans changement. Alors en mathématiques, le mot qu'on emploie dans ces cas-là, c'est, on parle de fonction périodique. On ne dit pas que la courbe est périodique, ça ne se dit pas. Hein. On dit que l'on a une fonction périodique. Et la largeur de répétition sur la courbe, alors plus précisément, ce qu'on appelle une période d'une fonction, lorsque un tel phénomène de répétition se produit, c'est un nombre strictement positif, qui est souvent noté grand T, un nombre réel strictement positif grand T, tel que pour tout x appartenant à grand R, f de, peut-être j'ai intérêt à l'écrire ici, tel que f de
tel que f de x plus grand T soit égal à f de x pour tout réel x. Alors si j'ai ce genre de phénomène, f de x plus t égale f de x avec t, je suis en tech donc je suis obligé de faire un passage à ligne avec t strictement supérieur à 0, voilà. T réel strictement positif, on dit que grand T, que le nombre grand T est une période de la fonction petit f. Quand on parle de la période, il s'agit de la plus petite période de la fonction petit f, et je vous rappelle que grand T doit être strictement supérieur à 0. Alors, est-ce que la fonction cosinus est périodique? Oui. Si vous regardez sur la courbe, vous avez un phénomène de répétition entre l'espace horizontal qui sépare le point le plus haut de deux bosses successives. Ça va de là jusque là, et à l'horizontale, si vous revenez sur... Je vais zoomer un petit peu, voilà. Si vous revenez sur l'axe des abscisses, ça va de x égale à 0 jusqu'à x égale à 2π, ce qui vous donne un intervalle de largeur 2π. Donc, si on raisonne sur la fonction cosinus, il s'agit d'utiliser le fait que cos de x plus 2π, backslash pi, égale cos de x. Ici, je n'ai plus besoin de préciser que t doit être strictement supérieur à 0, puisque t vaut 2π. Vous l'avez compris. J'ai plus besoin de faire le passage à la ligne. Voilà, alors, ce phénomène-là, cosinus x plus 2π égale cosinus x, mais nous le savions déjà, nous l'avions déjà démontré, justifié, démontré, dans le chapitre sur la trigonométrie. Pour tout nombre petit a, cosinus a plus 2π égale à cosinus petit a. Donc si je raisonne en termes de fonction cosinus, on dira que la fonction cosinus est 2π périodique, ou périodique de période 2π. Ce qui explique ce phénomène de répétition d'une séquence de courbes de largeur 2π, à l'infini vers la droite et à l'infini vers la gauche. Autre chose encore, il semblerait que vous ayez un effet de pliage de la courbe sur l'axe des Y. En clair, un morceau de la courbe situé à droite de l'axe des Y se retrouve de manière symétrique identique par rapport à l'axe des Y à gauche. Alors, lorsque ce phénomène se produit, vous l'avez vu en classe de seconde, on dit que la fonction est une fonction paire. Comment s'en rappeler? C'est très très simple. Quand vous écrivez, c'est juste un moyen mnémotechnique, quand vous écrivez le mot paire en minuscule, P-A-I-R-E, la première lettre c'est un P minuscule. Et en écrivant un P, vous avez un trait vertical en écrivant P. Ce qui vous fait penser à une symétrie par rapport à l'axe vertical pour les fonctions paires. Pour les fonctions impaires, j'en parle dès à présent, pour les fonctions impaires, la première lettre que vous écrivez quand vous écrivez le mot impair, c'est un I. Et sur le I, vous avez un rond. Vous avez un point. Ce qui vous fait penser pour une fonction impaire, à une symétrie de la courbe d'une fonction impaire par rapport à un point qui est l'origine du repère. Le point grand O, origine du repère, pour une fonction impaire. Alors, pour la symétrie si j'en reviens aux fonctions paires, une fonction paire, lorsque je représente la courbe d'une fonction paire dans un repère orthogonal, dans un repère à angle droit, ce qui est le cas ici, dans un repère orthogonal, un repère dont les axes sont perpendiculaires, alors la courbe de n'importe quelle fonction paire admet l'axe des ordonnées y comme axe de symétrie. Pour les fonctions impaires, c'est vrai dans n'importe quel repère, même un repère penché. Cette histoire de symétrie de la courbe par rapport à l'origine du repère. Mais pour une fonction paire, le fait que l'axe de symétrie soit l'axe des y, qu'il y ait un axe de symétrie et que cet axe de symétrie ce soit l'axe des y, ça exige que le repère soit orthogonal, les deux axes du repère perpendiculaires, ce qui est le cas ici. Donc, une première observation très rapide de la courbe de la fonction cosinus nous permet de retrouver les propriétés et de les mémoriser. Voilà, j'espère que cette première vidéo vous aura intéressé. Ce n'est que le début de l'aventure, vous aurez au moins 3 vidéos
peut-être une quatrième, sur la fonction cosinus et la fonction sinus. Je vous dis à très bientôt et très bonne journée.